Bonjour, je m'appelle Mathis, je suis étudiant en anthropologie à Bruxelles. Je suis en train de réaliser une passerelle pour faire mon master en histoire. Ça fait maintenant 3 ans que je suis guide sur le champ de bataille de Waterloo et aujourd'hui je vais vous parler de ma passion. La vidéo d'aujourd'hui elle sera un peu abstraite, on va faire un tour d'horizon du champ de bataille. L'idée c'est vraiment de voir les lieux un peu incontournables qui se situent autour du mémorial de la bataille de Waterloo et on approfondira les sujets dans d'autres vidéos. Pour visiter ce champ de bataille, on va tout d'abord commencer par son musée, ensuite on verra son panorama et évidemment sa butte du Lion et on terminera par un tour d'horizon du champ de bataille. Évidemment aujourd'hui on n'aura pas le temps de voir tous les lieux dits, tous les lieux importants du champ de bataille de Waterloo. Cette première vidéo, c'est vraiment un petit tour d'horizon. Par la suite, on aura le temps d'approfondir les sujets dans d'autres vidéos. Bon, assez discuté, on va aller visiter le mémorial maintenant. Ici, on se retrouve devant la maquette du champ de bataille de Waterloo. Le 18 juin, c'est 3 armées pour un total de presque 200 000 hommes qui vont s'affronter sur le champ de bataille. Ce champ de bataille est petit pour l'époque, on est sur environ 12 km² pour 4 km de front. Sur ces 4 km, on retrouve 3 fermes qui vont être défendues par les soldats anglais. Alors, petite parenthèse, quand on dit soldats anglais, l'armée dirigée par le général Wellington était composée par une majorité d'étrangers, on parle uniquement de 30% d'anglais. Donc on retrouve 3 fermes défendues par les troupes alliées, la ferme de la Papelotte à l'extrémité est du champ de bataille, la ferme de la Haie Sainte qui se situe le long de la chaussée de Charleroi-Bruxelles et à l'extrémité ouest du champ de bataille, on retrouve le château-ferme d'Hougoumont. Comme son nom l'indique, ce n'est pas une simple ferme, c'est un château-ferme, donc une place fortifiée. Et il s'avère que ce château-ferme est entouré d'une forêt. Du côté de la porte sud, vous avez 350 mètres de profondeur de forêt pour 250 mètres de large. Et le problème de ce bosquet, c'est que Napoléon, à cause de celui-ci, n'aperçoit pas le château ferme. Il a l'information qu'il y a un bâtiment au-delà de ce bois, mais malheureusement, il ne sait pas que c'est un château ferme qui dispose même d'un mur d'enceinte. Donc des troupes alliées vont être positionnées dans le bois, et Jérôme Bonaparte va avoir énormément de difficultés à s'emparer du bois, et une fois le bois pris, il va vouloir poursuivre l'attaque jusque dans le château ferme, et malheureusement ça va coûter énormément de victimes, car tout au long de la bataille, les troupes de Jérôme Bonaparte ne vont pas réussir à s'emparer du château ferme. Dans le film de Ridley Scott, on ne voit pas les 3 fermes qui étaient dans le dispositif de l'armée anglaise. Donc la ferme de la Papelotte, de la Haie Sainte et d'Hougoumont était très importante parce qu'en fait elles vont servir de brise-lames pour arrêter les vagues de soldats français. Les soldats français vont avoir énormément de difficultés à prendre certaines fermes et d'ailleurs le château-ferme de d'Hougoumont ne va jamais réussir à être pris par les soldats français. Donc ça c'est très important de le souligner, c'est que Ridley Scott a totalement omis de présenter ces fermes qui en fait ont joué un rôle crucial dans la bataille. Ici on se retrouve devant une magnifique peinture de Napoléon représentée par Ingres. C'est une peinture qui date de 1806. L'original se trouve au musée de l'armée à Paris. Sur cette peinture de Ingres est représenté donc le collier de la Légion d'honneur. On l'aperçoit juste ici, autour du cou de Napoléon. Alors, elle a eu du mal à s'instaurer en 1802. D'une part, ça a donné lieu à beaucoup de discussions par le Conseil d'État et ça a finalement été adopté plutôt majoritairement par le corps législatif et le tribunat. Cette Légion d'honneur, elle est à 5 branches, donc ça casse avec la croix de Saint-Louis, qui, comme son nom l'indique, était une croix et qui était destinée qu'aux militaires. Ici, la Légion d'honneur, elle est destinée aux civils, mais également aux militaires. Donc on a une Légion d'honneur qui s'ouvre à tout le monde et qui permet la création finalement d'un système méritocratique que Napoléon souhaitait, ce qui va permettre à des personnes qui sont fils d'aubergistes, qui sont issus de la plus basse classe sociale, de s'élever dans la société par le mérite. Ça, c'est très important pour comprendre le contexte de l'époque, parce que Napoléon va, grâce à cette Légion d'honneur, pousser la population civile et militaire à se transcender dans la vie ou sur le champ de bataille. Et donc, d'un point de vue civil, on va avoir une volonté d'inventer, une volonté de contribuer à la France. Et d'un point de vue militaire, on va se transcender sur le champ de bataille. On va faire des actions d'éclat. Et c'est aussi pour ça que Napoléon, on disait que quand il était sur le champ de bataille, c'était 40 000 soldats fictifs en plus, dû au fait que Napoléon avait un véritable impact moral sur ses troupes. Et ça, c'est très important. La Légion d'honneur, vous l'avez bien compris, elle ne tient pas compte des considérations de classe. Et grâce à cela,
on va avoir des histoires comme celle de Hubert Goffin, un mineur liégeois, belge, qui ne savait ni lire ni écrire et qui reçut la Légion d'honneur après avoir sauvé 70 de ses camarades mineurs qui étaient coincés dans un charbonnage à la suite d'une inondation. Ici, on se retrouve dans la galerie des uniformes. C'est un sujet qui est assez fascinant mais assez complexe, car au fil des années sous l'Empire, on peut observer des changements notables, que ce soit par le choix des tissus, par les ornements ou encore par exemple sur les revêts de vestes. Ici, on se retrouve devant Napoléon dans son uniforme de colonel des chasseurs à cheval. À partir de 1802, Napoléon portera deux uniformes, celui de colonel des chasseurs à cheval et celui de grenadier. Évidemment, c'est un choix de la part de Napoléon, c'est une volonté de se montrer proche de ses soldats. À l'inverse, par exemple, des maréchaux et des généraux, Napoléon porte un uniforme qui est finalement très simple. Lors de la carrière militaire de Napoléon, sa promotion dans les grades va être très rapide et Napoléon va sauter certains grades, comme celui de colonel. Alors, est-ce que c'est en clin d'œil ou par regret à ce grade qu'il n'a pas pu porter que Napoléon portera à partir de 1802 ce grade de colonel de chasseur à cheval avec son uniforme? Ici, on voit Napoléon représenté avec la main dans son gilet. C'est une représentation assez commune de Napoléon. Il y a beaucoup de légendes autour de cette main dans son gilet. Est-ce que c'est parce qu'il a des douleurs à l'estomac? On sait qu'il va mourir d'un ulcère à l'estomac en 1821, comme son père avant lui. En réalité, Napoléon n'a pas de poche dans son pantalon. Ça n'existait pas encore à l'époque, ou en tout cas pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Et donc Napoléon, pour ne pas avoir les bras ballants, c'était beaucoup plus classe de porter la main dans le gilet. C'était d'ailleurs à l'époque une règle de bonne vie et mœurs. Alors juste ici se trouve le responsable de la butte du Lion aujourd'hui. Ici on a le prince d'Orange, fils du roi Guillaume d'Orange, qui était le roi du nouveau royaume des Pays-Bas. Il a été blessé lors de la bataille de Waterloo d'une balle dans l'épaule, et à l'endroit dit où il a été blessé, on a érigé la butte du Lion en 1824, donc 9 ans après la bataille de Waterloo. Pour revenir sur les paroles d'un journaliste à son sujet, il dira que la taille du monument, donc la taille de la butte du Lion, est inversement proportionnelle à l'utilité de ce personnage lors de la bataille de Waterloo. Alors ici, on se retrouve dans le panorama sur le champ de bataille de Waterloo. Donc c'est un panorama qui a été dessiné en 1911 et qui a été réalisé en 1912 par l'équipe de Dumoulin, un artiste français. Alors cette peinture, elle représente donc le champ de bataille avec un panorama de 110 mètres de long et de 12 mètres de hauteur. C'est un panorama romantique qui est en grande partie inspiré par Les Misérables de Victor Hugo. Il y a pas mal d'erreurs historiques, mais il y a des choses très intéressantes à voir. Alors, à mon goût, le panorama, c'est une œuvre exceptionnelle. C'est une des plus grandes œuvres qu'on ait en Belgique. C'est un véritable chef-d'œuvre. Actuellement, il n'existe que 8 panoramas dans le monde qui sont comme celui du type de Waterloo. Et celui-ci est un des plus grands qui existent au monde, qui a une profondeur et un mouvement dans cette peinture. Donc c'est vraiment une œuvre à ne pas négliger. Alors là, une anecdote tout à fait perdue dans toutes nos explications. Ici, on a une ambulance de la garde impériale. Alors il s'avère que les ambulances, c'est quelque chose qui a été inventé par le chirurgien Larrey. C'est lorsqu'il servait l'armée du Rhin, donc sous la Révolution, qu'il constate que les services de santé sont dans l'impossibilité d'aller chercher les blessés qui tombent sur le champ de bataille. C'est finalement contre les Prussiens que le jeune chirurgien Larrey inaugura son ambulance volante pour la première fois. Ce fut un réel succès sur le champ de bataille. Les soldats y étaient très favorables et Larrey reçut par la suite les félicitations des représentants. C'est à partir de ce moment-là que l'ambulance volante fut introduite dans l'armée française. Ce chirurgien, à la fin de la bataille de Waterloo, il va prendre la fuite avec le restant de l'armée. Et si vous voulez, il a un petit souci, ce chirurgien, c'est qu'il a une taille semblable à celle de Napoléon et il a également une veste grise qui pourrait être confondue avec la redingote de Napoléon. Et lors de la retraite, il va être capturé par des Prussiens qui vont le confondre avec Napoléon. Alors, tout fiers d'avoir capturé Napoléon, ils vont le blesser, ils vont vouloir l'exécuter. Et sur le peloton d'exécution, le chirurgien Larrey va être reconnu par un chirurgien de l'armée prussienne, car Larrey avait fait des conférences pour parler de ses découvertes et le chirurgien déclara que ce n'était pas Napoléon, mais bien Larrey, et ça lui sauvera la vie.
226 marches. Pas le droit de se plaindre, hein. On pense aux soldats de la Grande Armée qui faisaient 30 à 40 km par jour avec 40 kg sur le dos. Vive l'empereur. Lorsqu'on a construit la butte du Lion, on a pris 290 000 mètres cubes de terre qui se trouvaient sur le plateau du Mont-Saint-Jean. On a donc perdu l'élévation qui se trouvait juste ici, entre le Lion et la ferme de la Haie-Sainte. Et il s'avérait que le général Wellington, général de l'armée anglaise, serait passé après la construction de la butte du Lion et aurait trouvé que ça avait complètement déformé son champ de bataille. Donc la topographie actuelle n'est sans doute pas exactement celle qu'elle était à l'époque. Alors ici, on se situe en plein milieu du chemin creux d'Ohain. Donc c'est ici qu'on avait finalement la cavalerie française qui va s'engouffrer dans un chemin creux. Alors lorsqu'on a érigé la butte du Lion de 1824 à 1826, la terre qui se trouvait juste ici sur le plateau du Mont-Saint-Jean a été mise évidemment dans la butte du Lion et donc on a perdu finalement la topographie de ce chemin creux qui était donc concave. Alors ici, on va faire un parallèle avec le chemin creux d'Ohain. Alors, le chemin creux d'Ohain, il a été déformé à cause de la butte du Lion et de ses 290 000 mètres cubes de terre, mais il devait ressembler sans doute à ce que vous voyez ici derrière moi. Dans Les Misérables de Victor Hugo en parle comme un chemin creux qui sera rempli de cadavres de chevaux et de cavaliers français. Alors en réalité, ce chemin creux ne sera pas rempli de cadavres, mais effectivement, il ralentira la charge de la cavalerie française. Ici, on se situe à droite de la Belle Alliance. C'est ici que Napoléon a disposé son artillerie, sa grande batterie, 80 bouches à feu qui vont tirer contre les lignes anglaises. Alors le problème, c'est que la portée de ces canons, elle n'est pas très grande. Pour les 6 livres, on est autour de 900 mètres. Pour les 12 livres, on va être autour d'1,5 km, 1,6 km. Mais le problème, c'est que ici, le terrain est très argileux, très sableux et on va avoir, à cause de la pluie de la veille, un sol qui va être assez boueux et ça ne va pas permettre aux boulets de canon de faire des rebonds. Et donc, l'artillerie française, elle a du mal à atteindre la ligne anglaise qui se situe donc aux alentours du Lion, à la même hauteur, et elle va s'avancer pour atteindre la deuxième petite butte que vous pouvez voir juste ici. Et malheureusement, c'est à ce moment-là qu'on va avoir la charge de cavalerie anglaise et écossaise qui va détruire le corps de Drouet d'Erlon et qui va ensuite s'emparer de la grande batterie française. Alors, petite anecdote, il y a une brigade, la brigade de Bayland, qui va être mise en avant, en contrebas du Mont-Saint-Jean sur lequel étaient disposées les troupes anglaises. Alors, c'est Wellington qui a décidé de mettre cette brigade un peu en avant, c'est une brigade anglo-néerlandaise, parce que cette brigade avait combattu sous Napoléon et donc il ne faisait pas vraiment confiance à ses soldats, d'où l'intérêt de les mettre un peu en avant pour qu'ils servent de cible finalement à cette grande batterie de 80 canons. Ici on est sur le chemin des Vertebornes, on est donc sur la ligne de front durant la bataille de Waterloo de l'artillerie anglaise. C'est ici qu'était positionnée la batterie anglaise du capitaine Mercer. Il faut bien imaginer qu'elle est positionnée dans un endroit super stratégique parce qu'elle va devoir arrêter la cavalerie française qui va charger dans la plaine qui se trouve ici. Et cette artillerie va donc faire feu sur la cavalerie et ensuite cette cavalerie va être arrêtée par les carrés anglais qui vont être un peu en contrebas. Le capitaine Mercer et son équipage vont subir de lourdes pertes et autour de leur batterie, il faut bien imaginer qu'il y a eu tellement de victimes que la batterie était protégée par un amoncellement de cadavres. Alors c'était surtout des cadavres de chevaux. On est autour de 11 000 chevaux tués lors de la bataille. C'est vraiment un bilan équestre qui est gigantesque pour l'époque. Ici, on se retrouve face au monument de Gordon. Donc, c'est un lieutenant-colonel et un aide de camp de Wellington. Ce monument a été réalisé en 1817, donc bien avant la butte du Lion qui date de 1824. Et il paraît que le niveau que vous voyez de ce monument est le niveau initial du plateau du Mont-Saint-Jean. Donc, il faut imaginer qu'à l'époque, le terrain était surélevé à peu près aux alentours du monument que vous voyez ici. Alors maintenant, on se dirige à l'extrémité ouest du champ de bataille pour découvrir le château-ferme d'Hougomont. Comme son nom l'indique, on ne se dirige pas vers une simple ferme, mais vers un château-ferme. C'était un des 3 points défensifs que va utiliser Wellington pour briser les vagues de soldats français lors de la bataille. Ce château-ferme, qui date du XIVe siècle,
On n'est pas tout à fait sûr de pourquoi il s'appelle Hougomont. Alors, une chose est sûre, au départ, il s'appelait Gaumont, c'était le château du Gaumont. Alors, ça viendrait des langues romanes avec le nom Gaude, qui voudrait dire bosquet, bois. Et c'est une étymologie qui me convient bien parce que ça serait le château ferme du bosquet, le château ferme du bois. Napoléon n'avait donc pas l'information que derrière ce bosquet se situait un château ferme. Et pourtant, il y a plusieurs généraux, plusieurs officiers, dont le maréchal Soult, chef d'état-major, qui était présent lors d'une première bataille qui avait lieu en 1794 aux alentours de Hougomont et à Hougomont même. Et le maréchal Soult n'a pas donné d'informations supplémentaires à Napoléon pour le prévenir que cet endroit n'était pas une simple ferme, mais bien un endroit qui était fortifié et difficile à prendre. Alors ici, on se retrouve donc sur le Killing Ground, en face de la porte sud du château ferme. Donc c'est une entrée du château ferme, il y en a plusieurs, il y en a 3 en l'occurrence. On a la porte ouest du château ferme qui va être bloquée durant les combats et les soldats français ne vont pas réussir à y rentrer. On va avoir la porte nord à l'arrière du château ferme où les soldats français vont réussir à y rentrer. Et cette porte sud était complètement bloquée. Les soldats français n'ont pas réussi à y rentrer et donc ils vont s'entasser ici contre les murs pour essayer d'y rentrer. Alors, chose intéressante, on a un témoignage du champ de bataille et des combats. Si vous regardez le long du mur, vous avez des impacts de balles qui se situent dans le mur. Alors, à l'époque, petite particularité, il y a 2 calibres différents. On a le calibre français, qui est un plus petit calibre que le calibre anglais. Alors, ça a quelques avantages. D'une part, les soldats français, lorsqu'ils n'ont plus de munitions, ne peuvent pas ramasser des munitions anglaises, parce qu'à l'époque, on recharge par l'avant du canon, et le calibre anglais est trop gros pour le canon français. Pour les Anglais, évidemment, c'est quartier libre, on peut prendre les munitions françaises, ça fonctionne. Et donc ici, si vous regardez, vous avez plein d'impacts de balles. Donc si maintenant je prends une balle, je peux regarder dans le mur, la balle rentre à certains endroits. Et donc on peut deviner si c'est une balle française ou anglaise. Alors c'est ici que se termine le tour d'horizon du champ de bataille de Waterloo. Alors j'espère que notre travail vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses ou que vous en avez redécouvertes par la même occasion. Alors, quelques remerciements. D'une part à mon cousin qui est derrière la caméra et qui a fait un véritable travail de passionné et qui m'a suivi dans cette petite visite guidée du champ de bataille. Mais également des remerciements pour le mémorial de la bataille de Waterloo, ce musée dans lequel je travaille depuis bientôt 3 ans et qui m'a fait confiance en permettant de filmer des endroits qui ne sont pas toujours accessibles au public et de filmer également le musée. Alors, pour conclure la vidéo, j'aimerais juste qu'on ait une pensée pour tous les soldats qui sont décédés durant la bataille de Waterloo. On parle de 45 000 morts et blessés. C'est une des batailles les plus meurtrières sous l'Empire. Je pense que c'est important de terminer cette vidéo par un égard de mémoire envers tous ceux qui ont fait l'histoire ce 18 juin 1815 dans les plaines du champ de bataille de Waterloo. Et je vous remercie pour votre attention.